deuxième partie, mais vous allez m'interrompre, monsieur. C'est d'autant plus urgent qu'il y a un certain nombre de grandes forces à l'œuvre, et je vais sortir un petit peu du cas de Vinci, et qui, je crois, vont tous nous amener, petits, moyens ou gros, à avancer sur, au fond, la prise en compte de cette nouvelle réalité que la société a fait irruption dans l'entreprise. Je continue. Non, mais je vous laisse, vous êtes tellement bien parti, je peux vous couper. Quand ça commence à devenir parlant, vous me le dites. Si vous voulez, la prise de conscience de l'irruption de la société dans l'entreprise, je crois qu'elle fait directement écho à la crise dont j'ai entendu tout à l'heure, dont nous sommes en train de sortir, disons, dans laquelle nous sommes, on va dire. Hein. Pourquoi? Parce que cette crise, elle a été, enfin en gros 2008, a été le révélateur d'un excès de prise en compte de la dimension économique et financière de l'entreprise. Tout à l'heure, toujours encore, le monsieur qui parlait des entreprises bicentenaires détenues par une famille donnait les quelques ingrédients pour permettre de durer dans ce genre de contexte. Moi, je crois qu'on peut aussi durer, quand on est un groupe coté en bourse, à la condition que les patrons soient complètement conscients du fait qu'une entreprise, c'est un lieu d'équilibre où on doit prendre en compte les attentes en provenance de toutes les parties prenantes. Il n'y a pas que le pognon dans la vie, il n'y a pas que la finance, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Une entreprise n'appartient pas seulement à ses actionnaires, je pèse mes mots, une entreprise n'appartient pas seulement à ses actionnaires, une entreprise, elle appartient à la cité, à la société, au pays dans lesquels elle œuvre. Elle a des responsabilités et des comptes à rendre à tout un tas de parties prenantes, que sont les parties prenantes traditionnelles, qui sont les clients, les fournisseurs, les salariés, mais également une partie prenante nouvelle, qui est la société. Parce que l'entreprise vit dans un écosystème et qu'évidemment, elle doit prendre en compte toutes les attentes et les influences en provenance de cet écosystème. Et cette crise, elle est probablement révélatrice de l'excès de poids qu'a pris la dimension économique et financière de nos entreprises. Et donc c'est à l'occasion de cette crise que nous nous rappelons quelque chose qui est évident depuis longtemps, mais qu'on avait peut-être oublié, au moins à certaines strates ou dans certains groupes, à savoir que l'entreprise, c'est un lieu d'équilibre qui essaye de faire au mieux avec des attentes en provenance de publics qui ont parfois des attentes contradictoires, mais c'est toute la difficulté, donc la beauté de l'art d'être patron, que de trouver des équilibres entre ces différentes parties prenantes. Ce qui me semble, c'est que pour mieux intégrer les dimensions sociales et sociétales dans l'entreprise, il y a un certain nombre de choses à faire. Je vais le dire très rapidement. D'abord, j'enfonce des portes ouvertes, hein, mais parfois il faut, il me semble, réaffirmer le rôle de l'entreprise en tant que communauté du travail, c'est-à-dire redonner du sens au travail. Et ça a peut-être été un peu oublié lorsqu'on était dans une mode qui consistait à vouloir individualiser de façon excessive les relations sociales. Comme si l'entreprise pouvait se réduire à un nœud de contrats, des contrats avec des clients, des contrats avec des fournisseurs ou des contrats avec chacun des collaborateurs. Non, une entreprise c'est plus que ça. Ça ne peut pas se réduire simplement à un nœud de contrats. Il faut donc que nous renforcions dans nos entreprises un lien social d'appartenance collective. Et ça nécessite de réinscrire l'entreprise dans sa finalité, en élaborant évidemment et en communiquant la mission de l'entreprise, ses valeurs, son projet, mais également ses savoir-faire spécifiques. Et de même pour le dire de façon résumée, développer un sentiment d'appartenance à une communauté de travail, c'est faire deux choses, c'est formaliser le cadre commun dans lequel chacun des collaborateurs s'inscrit, mais c'est également formaliser les savoir-faire spécifiques qui sont à l'œuvre à l'intérieur de l'entreprise. Le deuxième point, je vais très vite, il faut sans doute, alors c'est surtout vrai pour les boîtes d'une certaine taille, et après tout, les jeunes pousses qu'on va voir et que nous avons vu aujourd'hui ont vocation à être des entreprises plus grosses. Et ce que je voudrais rajouter, d'ailleurs j'en profite par rapport à ce qu'a dit la dame tout à l'heure sur les conseils à donner aux jeunes entreprises qui vont être distinguées tout à l'heure. Moi je rajouterais le quatrième conseil, c'est il faut voir grand.
Ça ne veut pas dire qu'il faut péter les plans et faire n'importe quoi, mais il faut que dans votre stratégie long terme, vous voyez grand. Et il faut que vous trouviez des points d'équilibre entre le fait de rêver, de voir grand, et par ailleurs d'être capable de gérer aux petits oignons et au centime près au quotidien. Mais il faut voir grand, parce que pour être grand, il faut voir grand. Et donc, un de ces jours, vous aurez à gérer aussi un certain nombre de problèmes comme celui-là. Mon deuxième point, c'est passer avec chacun de nos collaborateurs un pacte d'employabilité. C'est-à-dire que l'intensification de la concurrence mondiale, l'impératif croissant de flexibilité, on en a parlé tout à l'heure, des restructurations, le processus, ça date de Schumpeter, hein, vous vous souvenez, le processus de destruction créatrice des chaînes de valeur, tout ça, ça impose de trouver des nouveaux équilibres entre flexibilité de l'organisation de travail, mais besoin de chaque individu de jouir sur la durée d'un véritable état professionnel, d'une véritable sécurité qui permette à cet individu de libérer ses capacités entrepreneuriales et son énergie. Et ça, l'idée c'est quoi? C'est non pas de promettre aux gens un emploi à vie, on sait bien que c'est maintenant devenu une utopie, mais au fond, lorsqu'on embauche un nouveau collaborateur, l'idéal c'est quoi? C'est d'abord de lui dire « je t'embauche en contrat à durée indéterminée ». L'un des points de ma charte évoquée tout à l'heure, c'est qu'on embauche à durée indéterminée. Oui, le maximum. Pourquoi? Parce qu'on sait bien que la confiance entre un collaborateur et une entreprise, ça se crée dès les premières secondes. Et si on dit au gars, je te prends, mais je ne suis pas sûr de pouvoir te garder, et je ne suis pas sûr que tu vas faire l'affaire, évidemment, on ne démarre pas bien. Donc moi, ce que je préfère, c'est je te prends en contrat à durée indéterminée. On se fait confiance. On va travailler ensemble sur la durée, et vraiment l'objectif collectif que nous avons, c'est de travailler ensemble pendant 50 ans. Mais attention, il faut lui dire aussi que, bien entendu, l'emploi à vie est devenu une utopie, et donc, peut-être qu'un jour, tu seras amené à travailler à l'extérieur, et dans cette perspective, ce qu'on va faire, en plus d'utiliser ta force de travail et ta force d'intelligence et de créativité pendant tout le temps où tu seras chez nous, on va aussi ensemble travailler sur ton employabilité, c'est-à-dire sur ta capacité à mieux rebondir si par malheur les circonstances extérieures font que... Voilà, je vais raccourcir. Très bien. Non, parce qu'on me presse derrière. Voilà. Ensuite, je vais donc aller vite. Je voulais juste dire que, pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure d'une formule, la société a fait irruption dans l'entreprise. Moi, je suis convaincu que le phénomène va se poursuivre et s'amplifier. Ce que je constate, c'est que l'entreprise est aujourd'hui considérée, y compris par les politiques, comme étant l'une des plus efficaces institutions sociales. Et de ce fait, c'est l'entreprise qui est aujourd'hui invitée à prendre le relais de politiques publiques sur un grand nombre de problématiques qui auparavant étaient du ressort de l'État ou de la sphère publique, c'est-à-dire les jeunes, la formation, la diversité, l'exclusion. C'est génial, on est preneur, ça donne du sens à nos entreprises. Simplement, c'est risqué parce que les attentes en la matière sont extrêmement fortes. Ce qui va se passer dans les prochaines années, c'est la manière dont on le vit dans le groupe Vinci, c'est que cette dimension sociétale de notre responsabilité, qui aujourd'hui est née plutôt au niveau de nos sièges sociaux, dans des fondations, à travers des opérations de mécénat, elle va se diffuser de façon à imprégner l'ensemble des strates jusqu'au très fond du terrain de nos organisations, de façon à ce que ce projet sociétal devienne réellement un élément qui soit un levier au service de la performance économique. Et il y a des tas d'exemples à citer qui attestent que c'est probablement comme ça que ça va se passer. Voilà. Je termine, je dirais, les excès de ces dernières années, le séisme de 2008, renforce encore l'idée que l'entreprise ne peut pas se réduire à sa seule dimension économique ou financière. L'entreprise, c'est beaucoup plus que cela. L'entreprise, je vous l'ai dit, c'est une véritable entité autonome qui est en charge d'intégrer, de trouver des points d'équilibre entre toutes les parties prenantes, y compris, et c'est nouveau, la société. Le job de patron n'a donc probablement jamais été aussi passionnant, parce que le patron, il est porteur d'un projet, ça a été dit, il est porteur d'un projet économique, d'un projet social et sociétal, il doit intégrer les attentes souvent contradictoires exprimées par toutes les parties prenantes, et évidemment, il ne peut trouver cet équilibre que dans le mouvement, que dans la dynamique, et ça c'est le bonheur du patron. Je sais que c'est votre passion à tous ce soir, c'est la passion qui nous unit, et pour simplement tout ça, je veux le dire, le réseau Entreprendre et les hommes et les femmes qui composent le réseau sont des gens formidables. Merci, merci pour eux, là on peut l'applaudir je crois.